Salut à tous, épisode 13 avec Intermarché ou Antigobert Matériaux. On est en mode carrière, toujours sur Pro Cycling Manager 2022. On va enfin parler de recrutement pour la saison suivante. Ça veut dire qu'on va toucher à cette période du mois d'août, du début août. On avait précédemment terminé le Tour de France. Ça avait été un petit peu difficile. En fait, les deux grands tours qu'on a disputés, le Giro et le Tour de France, ont été vraiment à l'arraché, terriblement contestés. Et puis d'ailleurs, au général, on a peu existé. En revanche, c'est Rota qui nous avait sauvés avec son joli maillot azzurro sur le Giro. Et puis, c'est l'ami Pozzovivo qui finalement s'est arraché pour prendre le maillot à pois sur le Tour de France. Donc la saison sur les grands tours aura été compliquée, mais on s'en tire pas non plus Fanny. On n'a pas rien pris. C'est plutôt sympa. Et puis voilà, on va regarder la Vuelta un petit peu plus tard. Ce sera à partir de l'épisode 14. Et pour l'heure, je vais vous proposer un épisode dans lequel on va traiter de la Classica San Sebastian. Et ensuite, après un long débrief sur les transferts, dont on voit les dossiers au 14 juillet ici, dossiers qui ont bien avancé avec pas mal de coureurs. On est au-dessus de 80% d'intérêt pour l'intégralité de nos contacts. On ira ensuite voir le Tour de Pologne, je disais, pour un peu faire un petit stage de sprint. Voilà, on en parlera. Évolution, pourcentage de fatigue sur les grands tours. À part Luis Mentis, pour lequel c'est un cas très rare, la fatigue accumulée n'a pas été très forte. Les autres ont tous pris autour de 41% de fatigue sur le Tour de France. Voilà, ça c'est une donnée qu'il faut avoir. Je vais faire une vidéo dans pas longtemps sur la forme, sur la fatigue, etc. Et il faut intégrer ce truc-là. Je l'ai encore une fois vérifié. On reviendra sur le cas Mentis. Il n'est pas seul, mais parfois on rencontre ce truc-là. Donc on va avoir la Pologne à disputer. Et puis après, évidemment, on basculera vers la Vuelta. Vuelta sur laquelle ça ne vous aura pas échappé. Je n'emmène pas de leader de montagne particulier. Pour l'heure, la Classica San Sebastian, une des dernières courses importantes de l'année pour Jan Hirt, qui va nous quitter. Et est-il leader vraiment de l'équipe là-dessus ? J'ai envie de dire oui, a priori, sauf forme du jour, particulièrement dévastatrice et mauvaise. Voilà, c'est parti. On regarde l'étendue des dégâts. Gossens à 0. On a Petilli à +1. Jan Hirt à -2. C'est compliqué. J'ai respecté vraiment la période de repos pour tous ceux qui sortaient du Tour. Et puis il se trouve que une bonne partie de tous ceux qui allaient aller sur la Vuelta étaient occupés ailleurs. Donc ça tombait pas génialement bien. C'est pour ça que j'aligne une équipe, on va dire, pas du tout la plus forte possible. C'est pas grave, parce que en face, l'adversité n'est pas non plus au top. On sent que le Tour de France a fait des ravages. Et donc, c'est sûrement un homme qu'on n'attend pas qui va s'imposer ici sur cette Classica San Sebastian. Et la course commence à devenir de plus en plus difficile ici, dans cette avant-dernière difficulté du jour, où on va avoir comme ça, vous voyez, une petite accélération encore une fois. Ineos est relativement actif à l'avant, mais ils ne sont pas seuls. Attention ici, la relance, voilà. Toujours la relance ici, parce que après le sommet, ça ne s'arrête pas. Et derrière, je vois que beaucoup de favoris ont tendance à partir. Donc ça, c'est très important. Ça demande évidemment de rouler. À ce moment-là, je suis presque décidé de plutôt donner le leadership à Kobe Gossens. On va essayer de revenir comme ça sur le groupe qui est sorti, puisque derrière le peloton va réagir, mais globalement il doit y avoir beaucoup d'hommes très fatigués à ce moment-là. Ça c'est très récurrent dans Pro Cycling Manager. On a des situations comme celle-ci où si vous acceptez de ne pas sortir, à ce moment-là vous êtes presque condamné parfois s'il y a 8 ou 10 bons coureurs, très bons coureurs qui sortent. À ce moment-là, vous avez raté le coup, et puis le reste se passe sans vous, surtout avec une petite équipe, à la limite. Quand on a une grosse équipe, c'est pas du tout la même problématique. Allez, vous voyez que ça s'est reconstitué, mais on pouvait pas miser dessus.
On pouvait pas miser dessus, donc heureusement, on s'était bien protégé, on était à l'avant. Et on va demander à Gossens d'être calé dans une roue, je le fais pas souvent, pendant que Hirt sera chargé d'emmener Petilli le plus haut possible. Et puis après, on verra bien ce qui reste à Simone Petilli. Je ne sais pas s'il lui en restera énormément. Par contre, Gossens a la possibilité de suivre Tish Benoît. C'est Tish Benoît qu'on aperçoit ici du côté de Jumbo-Visma, voilà, qui fait la chasse à l'homme parti en tête. Allez, on s'accroche, il y a moyen d'exister ici. Vlasov, Martinez, c'était parti, Bilbao est en poursuite, Remco Evenepoel fait partie aussi de ces hommes qui ont réussi à se tirer le mieux possible du Mourguil Tontora, et donc, écoutez, Gossens, il a in extremis, mais réellement tenu le coup, il est donc en course, hein. On est dans les derniers kilomètres, une vingtaine d'hommes environ vont se disputer la victoire. Allez, Kobe Gossens dans la roue de Tish Benoît, lequel n'est pas avare de ses efforts. On pourrait presque lui reprocher sur Pro Cycling Manager, souvent quand il est adversaire, de ne pas être assez calculateur. J'en profite donc, en tout cas j'essaye d'en profiter. Allez, c'est parti, on va sprinter ici. Il y en a un qui va arriver comme une fusée, regardez, c'est Quinn Simmons. Oui, Quinn Simmons, c'est un coureur que j'aime beaucoup en vérité. Donc sa victoire me fait relativement plaisir, parce que même Trek Segafredo, c'est une équipe que j'aime vraiment. Et Quinn Simmons qui s'impose, voilà, on a eu comme ça de la nouveauté un peu dans les vainqueurs de courses d'un jour importante. On aura eu ici une jolie nouveauté avec cette victoire de Quinn Simmons, qui a même dû passer difficilement Dorian Godon, mais qui a réussi à le passer. Voilà, très bien. Et nous, en plus, on vient faire un top 10. Alors, le sponsor ne voulait rien, mais je suis très content de ce petit top 10 de rien du tout. Voilà, c'est Attila Valter aussi qui vient échouer de peu pour la victoire. On avait vu le maillot FDJ sur la droite de la route. Voilà, chose faite. Cette Classica San Sebastian n'était pas si mauvaise pour nous, et plutôt sympathique de par son issue. Après, enfin on arrive au moment que je vous tease depuis des épisodes et des épisodes. On va concrétiser enfin tous les contacts qui ont été noués de ci, de là, toutes les discussions qu'on a pu avoir ici et là, dans les commentaires, toutes ces questions qu'on se posait sur quel deuxième sprinter, quelle équipe en montagne, et tout un tas de choses. Intermarché ou Anti-Gobert Matériaux propose une reconduction du sponsoring. Évidemment, je n'ai pas l'intention de changer d'aucune manière. Donc, évidemment qu'on va poursuivre ici. Allez, avec cette équipe belge. Donc, et c'est parti. Les transferts vont s'ouvrir. On a donc des cibles. Depuis des mois, on a quelques cibles très particulières. Et au premier rang de ces cibles, moi, c'est peut-être ma cible numéro 1, c'est Timon Arensman. Voilà celui que je poursuivais, parce que je veux vraiment en faire mon leader. Et mon leader sur les grands tours, et très vraisemblablement le leader sur le Tour de France l'année suivante. Alors, Timon Arensman, il lui reste de la marge de progression dans des secteurs qu'on apprécie, comme le contre-la-montre, ou la montagne un petit peu, donc voilà, qui mérite de s'attacher à ce coureur-là. On va essayer de lui proposer un salaire en adéquation avec ce qu'on attend de lui, voilà, et on va finalement aller chercher quelque chose un peu au-dessus des 50 000. Après tout, il n'a pas encore gagné suffisamment pour prétendre à mieux. Si vraiment il gagne quelque chose de spectaculaire, je le revaloriserai la saison suivante. Il fait signer 3 ans, et puis s'il y a une revalorisation qui doit être faite, eh bien on l'éditera sans problème, pour rester dans des volumes de masse salariale assez raisonnables. Timon Arensman pour 52 500 par mois sur 3 ans. C'est donc la première recrue de ce mercato. Derrière, on va rester sur du bon produit hollandais de qualité. J'ai nommé Mike Teunissen, qui est donc était une des cibles. Alors là, on fait plus
appelle en Mike Tennyson à un coureur d'expérience, un coureur qui a une relative polyvalence, qui sera certainement un équipier de luxe, de grand talent, et pour lequel l'âge ne semble pas non plus rédhibitoire, puisque je peux lui offrir 3 ans sans problème. Il en a 29 actuellement, ça en fera 32 3 ans plus tard, voire 33, je ne sais plus quand est-ce qu'est son anniversaire, mais voilà. Donc Mike Tennyson sera un des capitaines de route de cette équipe par la suite. Et puis il y en a un autre que j'avais un petit peu sur le tard coché, comme étant quelqu'un qui m'intéressait vraiment, c'est Nils Eekhoff. Alors là, on fait appel, là encore, quel statut ? Équipier de luxe pour le moment. Je lui monte un peu son statut, je lui mets un salaire qui fait qu'il acceptera immédiatement. En fait, je l'aligne sur Tennyson et on va avoir ici, je surpaye un peu à des moments. En fait, on a un peu trop d'argent. Et comme je n'ai pas envie de recruter de manière débile, et de toute façon il va nous manquer des points de transfert, je pense que on peut surpayer certains coureurs. Il nous restera encore même de la marge après, vous verrez. On a donc 4 Hollandais, Arensman, Van der Horn, Tennyson, Eekhoff, ce qui déjà, pour le territoire demandé par le sponsor, fait partie des territoires, les Pays-Bas, est déjà une bonne chose. Ensuite, il y en a un qui est parfois arrivé dans mes parties par le passé, et écoutez, c'est peut-être la dernière fois que je le prends finalement dans une partie sur PCM. C'est Tish Benoot, 28 ans, un de mes coureurs préférés, n'hésitons pas à le dire. On va lui proposer un joli salaire et on va même lui proposer un rôle de leader. Ce rôle de leader, ce sera sur certaines courses, sachant qu'en fait, je compte sur son extrême polyvalence pour soutenir Arensman notamment sur certains grands tours. Et Tish Benoot va être vraiment d'un grand précieux. L'autre qui est une cible, et qui est peut-être moins une cible naturelle de cette équipe, c'est Kwiatkowski, puisqu'il est âgé. Alors âgé à la limite, ça cadre bien avec Intermarché ou Wanty-Gobert, mais disons surtout âgé, mais polonais. Donc polonais était peut-être un élément qui pouvait faire hésiter. En l'occurrence, ça n'est pas mon cas. Kwiatkowski, vraiment un coureur, là aussi que j'adore, que j'ai beaucoup moins joué que d'autres coureurs. Donc enfin là, on va avoir peut-être l'occasion de le jouer sur 2-3 saisons, j'espère. Et donc voilà, la confirmation pour Benoot et Kwiatkowski après les 3 recrues néerlandaises. On a déjà en fait consommé beaucoup plus de la moitié. On a quasiment consommé 2/3 de nos points de transfert avec ces simples recrues là. Ensuite vient le temps de compléter au niveau des Belges, au niveau des recrues belges. C'est Thibaut Nys qui va être une cible que j'avais annoncée aussi depuis pas mal de temps. Là aussi, on va payer suffisamment. Pourquoi ? Parce qu'il est amené à beaucoup se développer. Il y a un polygone de potentiel qui est assez alléchant en fait sur Thibaut Nys. Et il peut, peut-être avec ces notes-là, c'est peut-être quelqu'un avec quelques points en plus et une forme du jour convenable qui va être amené à... Qui sait, gagner Paris-Roubaix peut-être un jour. Donc c'est dans la partie. Du coup, cible assumée, cible confirmée, Loïc Vliegen également. Alors là, c'est peut-être moins un espoir, largement d'ailleurs. Mais par contre, un homme solide, il nous en faut dans cette équipe. Il nous faut des hommes solides pour venir comme ça jouer un rôle d'équipier très précieux. Donc là aussi, on lui donne un salaire qui paraît assez en adéquation avec ce qu'on va lui demander de faire. Loïc Vliegen, une relative polyvalence. Aussi donc une bonne affaire du côté du recrutement belge. L'autre nouveauté du moment, c'est Sylvain Moniquet. Sylvain Moniquet de Lotto Soudal. Il lui reste encore du potentiel en course par étape, en grimpeur, même s'il semble être pas très loin de son plafond. Néanmoins, déjà en l'état, il m'intéresse. Et en tant qu'équipier de luxe, pour venir aider, vous allez voir qui juste après, ou voire même pour
partir à la recherche de maillots distinctifs, etc., de la montagne, ça doit pouvoir être un grand soutien. Et donc, je confirme le recrutement de Moniquet. Et puis, là, le pari sur l'avenir, c'est essentiellement autour de Sian Uijtdebroeks. Donc, celui-là, c'est un drôle de bon coureur. Pour les passionnés qui regardent le Tour de l'avenir chaque année, eh bien, vous l'aurez certainement remarqué, c'était difficile de passer à côté. Il a brillé, il s'est imposé. Et donc, on va essayer de miser sur Sian Uijtdebroeks, donc un Bora Hansgrohe dans la réalité. Ici, j'avais la possibilité de le recruter, donc je ne me suis pas gêné. Uijtdebroeks, Moniquet, Vliegen, Nys, ça fait un joli petit contingent de Belges qui viennent accompagner Benoît pour comment dirais-je, gonfler cette identité belge quand même, c'est une équipe belge, et venir gonfler le contingent aussi, renouveler des coureurs qu'on ne va pas pouvoir prolonger. En tout cas, c'est un choix que j'ai fait de miser quand même un petit peu sur un rajeunissement de cette équipe-là. Il reste encore 14 points de transfert. J'ai parlé de Pierre Latour à l'épisode précédent. Oui, Pierre Latour, c'est une relative tête d'affiche pour moi. En tout cas, je compte en faire quelqu'un dont le sponsor me dira que sur le territoire France, Pierre Latour lui fait du bien et a donné une bonne image du sponsor sur ce territoire, puisque Pierre Latour, il y aura de la place pour lui donner des choses raisonnables à viser, ou alors pour lui demander un rôle de soutien sur certains grands tours. Bon, voilà, je suis assez optimiste en fait, j'aime bien ce coureur. Je trouve qu'il a souvent été en deçà des espoirs qui pouvaient être placés en lui, et donc en tant que coureur revanchard, que j'ajoute comme ça à cette liste de gens qui ont des choses à prouver, je trouve que Pierre Latour, c'est pas mal du tout. Un autre qui aura des rôles importants à jouer, même si il ne progressera plus, mais on a vu qu'il pouvait claquer aussi de belles victoires, c'est Quinten Hermans. Donc on a quitté la France de ce côté-là, mais tout de même, comme j'ai quelques doutes, c'est un des seuls sur lequel je ne vais proposer qu'une année d'extension. Parce que, déjà, on n'est pas tenu à une certaine fidélité, étant donné que Quinten Hermans, IRL, a quitté Intermarché Wanty-Gobert. Et donc, par là même, une année, le temps de pouvoir reposer la question à l'été prochain et de voir si on ne va pas sur un autre projet. Puisque maintenant, il ne sera plus le meilleur puncher de cette équipe-là. Donc, une année, ça me paraît suffisant. Et puis, on aura beaucoup de points transfert par rapport à cette année, l'année suivante. Donc, il faut aussi se garder un peu de flexibilité, que ce soit salariale ou même au niveau des rôles à attribuer. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Un autre dont j'ai parlé, par contre, depuis longtemps, c'était Nathanael Tesfatsion. Donc, ça, c'est pour que l'ami Binyam Girmay est on va dire un compatriote dans l'équipe. Voilà, c'était uniquement dans ce but-là. Je voulais un compatriote pour Girmay. Si on arrive l'année suivante à prendre un troisième ou un quatrième même érythréen, on ne se gênera pas. En tout cas, pour le moment, voilà, Tesfatsion a une qualité de relative polyvalence. Puncher, un petit peu grimpeur, avec des notes physiques correctes. C'est quelqu'un qui peut vraiment nous faire du bien, je pense. Donc Latour, Hermans, prolongation, Tesfatsion, recrutement. On va aller encore continuer à dépenser nos points. Il ne reste plus que 2 points, voyez-vous. Et à ce moment-là, il y a quand même un grand oublié il y a un grand oublié de la prolongation. Hein. J'ai eu longtemps le doute. Savoir si j'attribuais les 2 points pour prolonger un Italien, si je prenais un Français, et allez, je craque, je vais quand même donner une année à Sven-Erik Byström, qui, un petit peu plus tôt, on sait dans la partie quelle victoire il a eu, donc on va peut-être pas non plus lui manquer de respect. Une année, c'est comme Hermans en fait. On reposera la question l'été d'après, mais il paraît qu'il a superbe qualité
Il y a moyen de se faire très très plaisir hein, sur PCM avec Sven-Erik Byström. Donc voilà, je consomme mes derniers points avec lui. Alors vous allez me dire, quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié les Italiens Non, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié, mais je vais aller chasser pour compléter un peu l'effectif. Je vais aller chasser du côté des espoirs des autres équipes. Pourquoi? Parce que je vois qu'en fait, dans notre équipe de développement, il n'y a pas réellement de coureurs dignes d'intérêt. J'aurais pu en choisir un ou deux. Mais en fait, j'ai fait un petit peu de reconnaissance et je suis tombé sur certains coureurs qui m'intéressaient particulièrement. Stian Fredheim. Celui-là pourrait peut-être être une énorme recrue. Excusez-moi, sur le long terme. Donc, on va essayer de partir sur ce projet-là. Avec Byström, ça fera un deuxième Norvégien. Voilà, on sait que Christophe s'en va. Donc, Stian Fredheim, c'est fait. Je surpaye toujours un petit peu, là, parce qu'il s'agit d'espoirs qui sont très prometteurs, en fait. Et donc, ces espoirs très prometteurs, je pense qu'il faut là aussi leur offrir un salaire, déjà que on est en deçà de ce qu'ils pourraient demander dans la réalité. Je pense que c'est pas mal de les payer. Je suis allé aussi chercher un coureur, j'ai hésité avec Ramsès, mais Alec Segart, comme futur très très bon spécialiste du contre-la-montre. Là aussi, ouais, je suis assez enthousiaste, il est belge, et donc ça donne très très envie de l'ajouter comme ça à ma liste de recrutement. On n'a toujours pas confirmé à ce stade-là les recrutements déjà vus, mais bon, j'ai pas dépensé non plus mes points transfert pour rien. L'avantage des jeunes qui sont par contre en équipe U23 ici ou là, c'est qu'ils coûtent 0 points transfert. Donc au moins on peut venir largement compléter avec cela. Antonio Pupio va être aussi une cible. Je vous parlais d'italien. Il ne faut pas que Lorenzo Rota soit tout seul. Donc on va lui adjoindre le petit Antonio Pupio qui était U23 chez IPT. Et je vais aussi en chercher un autre chez Eolo Kometa. Donc on va l'examiner dans un instant. Eolo Kometa, encore une pépinière là aussi hein, du cyclisme. C'est le petit Oyoli, Manuel Oyoli. Il a de l'espoir de développement, lui, dans de multiples directions. Ça va donner un coureur très polyvalent. Et voilà, ça donne vraiment envie, là encore, voilà, de tenter le pari. 3 années. C'est certainement... En fait, ça peut pas être perdant, ce genre de pari. Parce qu'avec le polygone de potentiel, on est sûr, il a été identifié comme amené à progresser. Voilà. Ceci va donc représenter 7 coureurs supplémentaires, 8 même je crois. 8 me semble-t-il, parce que le petit onglet n'était pas assez long. Voilà, il y a 8 négociations en cours à ce moment-là. Ce qui fait qu'avec ces 8 hommes que nous allons confirmer dans un instant, il y a moyen de monter à 28 coureurs. Et donc, il faudra veiller dans la planification l'année suivante à donner quand même un programme très intéressant aux jeunes pour ne pas non plus leur retourner le moral du mauvais côté. On a 28 coureurs avec, vous voyez, quelques-uns qui sont assez jeunes et pour le moment relativement faibles. Et puis là, il y a quand même de quoi aligner de superbes équipes sur à peu près n'importe quel type de course. Voilà, donc je suis plutôt satisfait de ce mercato. C'était rempli de questions. On a 3 Français, on a 3 Italiens. Ça va, on s'en sort. 2 Érythréens, 2 Norvégiens. Puis après, évidemment, il y a une ultra-domination de la Belgique. C'est bien légitime. Voilà, à voir, évidemment, en situation, mais je suis plutôt optimiste. Le Tour de Pologne, maintenant. Donc, ça, en fait, c'est parce que déjà, je voulais fêter le retour à la compétition de Girmay, puisque ce dernier était malheureusement
j'ai dû faire des choix, et comme il est allé sur le Giro après certaines classiques, après le début de saison de classiques en fait, il a fallu observer un temps de repos pour lui, hein. Et donc c'est sa reprise en Pologne, où il va y avoir un petit plateau de sprinters notamment, qui va pas être dégoûtant. Il y a Cees Bol, il y a Matteo Moschetti, il y a Van der Poel évidemment, il y a Wout van Aert, Olaf Koy, il y a Arnaud Delis, il va y avoir Caden Groves. En fait, il y a pas mal de très bons sprinters ou de futurs très bons sprinters qui sont alignés ici. C'est donc un peu une lutte pour chaque étape, puisqu'en fait ce Tour de Pologne présente la particularité d'être très très jouable pour Girmay, qui est soutenu par une équipe qui, on va dire, a pour une partie, je pense à Byström, je pense à Rota, notamment, en fait, va être aligné ensuite sur la Vuelta. Ces hommes-là, je crois que Aimé de Ghent également, je l'ai prévu pour cela. Et en revanche, les autres sont en train de faire la route de Burgos au même moment. Allez, on prépare notre petit sprint. Donc, ce que je crois, alors là, c'est pour répondre à quelques petits commentaires. On me demandait de parler du sprint. Le sprint, c'est quelque chose que je prépare vraiment longtemps à l'avance pour une arrivée massive. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un système où on va libérer, vous voyez, Pic ici joue le rôle du lanceur de poisson pilote. Et le tout est de repérer s'il y a des virages ou pas vers la zone d'arrivée. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez lâcher plus ou moins proche de la ligne votre lanceur de poisson pilote, puis après tout va s'enchaîner, votre poisson pilote. Ici le poisson pilote c'était Vliegen, et Girmay ensuite lâché au moment où on sent qu'on contrôle, on sent qu'on est en équilibre par rapport aux autres sprinters, et il faut envoyer un coup de boost avec notre sprinter star. C'est exactement ce qui a été fait ici, et c'est ce qu'on va essayer de reproduire également dans d'autres étapes. Au passage, j'apprécie beaucoup le maillot de champion d'Érythrée de la database, qui est vraiment très très joli comme ça avec le cuissard blanc. Girmay donc pour une première victoire. Allez, peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être. On va donc ensuite. En plus, c'est des étapes qui sont assez longues, c'est intéressant à jouer. Tour de Pologne, étape 2. On continue. Ici, il y a une arrivée qui est plutôt pour les punchers. Vous voyez, il y a un petit mur en fait. Il y a un petit mur à l'arrivée. Donc, on va regarder ça de près. Et on va pas se préparer de la même manière que pour un sprint sur le plat. Donc, une fois les difficultés passées, je vous zappe tout ce qui peut être, on va dire, moins intéressant. Hein. Il est évident que nous n'allons pas montrer une étape dans son intégralité, ça n'a aucun intérêt. Le montage est quasiment obligatoire en la matière. Donc on se retrouve après les 3 difficultés du jour, et donc dans la zone où la lutte va être vraiment intense, et où il faut arriver déjà à se faire une place. Donc la place, je me la fais avec le début du train. De Ghent va s'écarter ensuite, voilà. Ce sera Barnabas Peak. Aujourd'hui, par exemple, on est sur un train Byström, Rota, Girmay. Allez, c'est parti. Byström pour lancer. Rota qui est bloqué, vous voyez. Ça, c'est très important, les blocages. C'est très très important de repérer les moments où vous êtes bloqué, parce que ça va vous empêcher, puis il y a un autre commentaire à faire, ça va vous empêcher sur une côte comme ça va empêcher de passer, et peut-être qu'en fait vous allez passer à côté de la victoire juste à cause de ça. Ici, en l'occurrence, c'est pas à cause de ça. Je pense pas qu'on aurait gagné, en vérité. Peut-être que Rota aurait pu un tout petit peu mieux contester Kwiatkowski, mais il n'aurait pas pu gagner. En revanche, Girmay, s'il ne s'est pas présenté, mais c'est pas un sprint de plat, hein, s'il ne s'est pas présenté pour la gagne, c'est un petit peu parce qu'il a été bloqué, mais pour moi, beaucoup pour une autre raison, c'est que sur cette difficulté finale, les pourcentages étaient suffisamment forts pour que Girmay
ne résiste pas réellement. Girmay n'a pas encore, je dis pas encore parce qu'en fait je le fais travailler, hein, un entraînement spécifique qui est un entraînement sur base de course par étapes. Je sais, ça peut paraître bizarre pour un spécialiste du sprint ou des classiques, mais c'est parce que j'attends une montée des notes de Girmay pour que ce soit un petit peu plus homogène et notamment moins faible en montagne. Donc je le fais bosser de ce côté-là et je ne suis pas surpris en fait qu'il ne soit pas arrivé à gagner cette étape-là. Il n'avait pas non plus une forme du jour délirante. Donc à partir de là, la logique était respectée. Donc qu'est-ce qu'on peut aussi se dire, c'est que sur une étape comme celle-ci, si on l'a rejouée, finalement préparer un train pour Lorenzo Rota aurait été préférable. Ce qui n'est pas le cas par contre pour l'étape 3 qu'on a sous les yeux. Sur l'étape 3, on a quelques difficultés en milieu d'étape, mais rien qui va empêcher la tenue d'un sprint. Alors, Girmay n'est pas dans une forme... Si, il est quand même à +2, ça va, mais il est un peu blessé. Et puis, il y a quelque chose qui va survenir un petit peu plus loin. J'ai fait exprès un petit ralentissement pour qu'on voit bien l'identité des noms des mecs. Girmay, Byström, qui chute, mais également, pour ce qui est du classement général, Michal Kwiatkowski. Donc là, c'est un peu chaud parce que moi, j'avais vraiment envie de jouer le sprint avec Binyam Girmay et on se retrouve donc avec Vliegen et Pick qui ont été lâchés comme ça pour pouvoir remonter un petit peu plus Binyam Girmay et avoir une chance de rejoindre l'arrière du peloton. Ça aussi, c'est un exercice qui est vraiment délicat. Le rattrapage de peloton après chute pour un coureur important. Ça, c'est quelque chose qui est... je trouve assez délicat à mener par moment. Donc je conseille ici d'alterner très fort relais ou très fort effort curseur avec quelques équipiers pour ensuite sprinter massivement dès lors qu'on est à portée de roue avec le leader concerné. Parce que regardez, nous on a réussi à rentrer, mais Kwiatkowski, apparemment Ineos, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Ils n'ont même pas cherché à le sauver, alors qu'il était quand même en mesure de gagner le Tour de Pologne. Mais vraiment, parce que il est bon sur toutes les étapes de ce Tour. Et il va se retrouver à 10 minutes. Donc, ok, c'est un petit truc comme ça en passant. Remonter son coureur, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, vous êtes d'accord avec moi, mais c'est pas forcément toujours un jeu d'enfant. Allez, on est parti ici. Le train, c'est de Gent, Rota et Girmay. Donc on va ici voir quelle est la faculté de Gent de mettre Lorenzo Rota dans les meilleures conditions avant que Girmay ne surgisse pour essayer de s'imposer. Et regardez, là pour le coup c'est un cas où on a fait chou blanc. On n'a pas réussi à s'imposer. C'est Van Aert qui s'impose devant Van der Poel et Girmay. Donc oui, c'est pas toujours facile en fait. C'est pas toujours gagnant et ça c'est pas mal. Je trouve que sur PCM, quand on a un sprint auquel on peut s'attendre et qui arrive 99 fois sur 100, parce que l'échappée a quand même très peu de chance sur ce genre d'étape-là, surtout sur un tour de 7 jours, l'exercice de style du sprint, même si on applique des principes qui sont plutôt les bons, n'est absolument pas facile. On peut très très facilement ne pas gagner au sprint. En voici l'illustration. Après, c'est pas grave du moment qu'on respecte nos principes et que on se promet d'avoir peut-être un meilleur timing la prochaine fois. Au général, du coup, Kwiatkowski a complètement décroché, malheureusement. Van Aert se retrouve leader et Girmay en embuscade. Au moment de démarrer l'étape 4, avec quand même une configuration à l'étape 4 qui est... ça, c'est clairement pas un sprint qui nous attend. Ce sera plutôt une espèce de déstabilisation de l'adversité par un harcèlement dans le final. Voilà un peu comme je vois les choses sur une étape comme celle-ci. En tout cas, si on veut avoir un rôle, c'est ça qu'on doit faire. Ou alors, plus basique, je repère Van der Poel, je repère Van Aert, je prends la roue de chacun des deux avec mes deux meilleures chances de victoire, genre ici Rota et Girmay. Puis voilà, c'est tout. Et puis après, je déclenche le sprint quand ça me paraît bon. Sauf que, en faisant ça, on va avoir notre destin qui nous échappe un petit peu plus.
que si on essaie de faire un énorme effort comme celui que je vais essayer de mettre en place ici, regardez, avec Barnabas Pic, qui va emmener Byström, lequel aura Rota dans sa roue. Et là, par contre, les efforts sont excessivement violents, hein. Tout le monde est quasiment au sprint, en tout cas, tout le monde est en effort. Curseur très très violent. Et là, nous, on va lâcher, hein, évidemment. Hein, regardez, hein. Byström, voilà, va être chargé de lancer. Et Rota va être aussi chargé, voilà, de sprinter. Donc, vous voyez ici, j'ai fait un choix qui, moi, quand je le revois, me paraît ne pas être le bon. Ça, c'est une erreur de stratégie. Pourquoi ? Parce que on pouvait se douter que Van Der Poel allait être l'homme à suivre. Et d'ailleurs, Kwiatkowski bien en situation aussi. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé à l'étape d'avant. Van Aert était peut-être en demi-teinte, mais l'accélération de Van Der Poel lui a suffi. Après, il faut se méfier, voilà, parce qu'il a une accélération telle qu'il peut lâcher tout le monde, lui. Hein. C'est pas forcément évident d'avoir Van Der Poel en face de nous. Mais ici, ce fut un sprint vraiment mal géré, je pense. Hein, je pense qu'il fallait faire comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, notre système de petits trains n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop de monde, on était un peu bloqué. Et puis surtout, il y avait des gens en face qui étaient un peu trop forts. Donc il aurait mieux valu privilégier la prise de roue de Van Aert pour l'un et par exemple prise de roue de Van Der Poel pour l'autre. Alors Biniam Girmay, à l'aube de l'étape 5, est toujours en baisse d'énergie. J'espère que c'est pas un virus qui va se coltiner jusqu'à la fin de la saison, hein, parce que ça c'est quelque chose qui peut arriver, type mononucléose et compagnie, quand il y a des examens médicaux supplémentaires qui ont été effectués. A priori, je pense pas, parce qu'il y a très peu de chances quand même, enfin, en termes de probabilité, c'est rare que ça aille vers là. Mais on se méfie. Donc sur cette étape-là, on va continuer à appliquer les principes dont je vous parle depuis un quart d'heure déjà. Nils Eikhoff, tiens, coucou mon grand futur copain. Et puis voilà, vous voyez le petit passage aux différents sommets de difficulté du jour. Rien ne se passe réellement sur cette étape-là du Tour de Pologne, ce qui fait qu'on peut déjà se mettre en place, en tout cas se préparer, à être compétitif au sprint. Regardez, il y aura un petit circuit comme ça. Ça, c'est le terrain sur lequel l'IA n'est pas toujours souveraine. Hein, je veux dire par là que si on joue au petit train, pour le coup, là on peut plus facilement gagner que sur l'étape d'avant où il aurait fallu être beaucoup mieux positionné au sommet de l'avant-dernière difficulté, ce qui n'est pas notre cas, parce qu'en fait on a beaucoup souffert. Hein, en termes de... tout simplement on a souffert parce qu'on s'est fait décramponner à l'étape précédente. Hein. Alors que là, il n'y a pas de raison de se faire décramponner. Regardez, on va être en capacité, même si Girmay a dû faire un effort complètement superflu, vous l'avez vu il y a quelques secondes, on va être en situation comme ça d'imprimer le rythme de cette fin d'étape. Vliegen va libérer Byström ainsi que Rota et Girmay. Mais regardez, en fait, les pourcentages ont fait que Girmay ne passe pas Rota. Hein, il ne passe pas Rota. Bon, le petit triplé IWG, on va pas trop s'apesantir dessus. Ça, c'est parce qu'en fait, l'IA ne se comporte pas très bien finalement sur ces arrivées-là. Je retiendrai pas tellement la victoire, ni même le triplé encore moins, mais c'est plutôt la stratégie. On sait que le petit train, là-dessus par contre, ça fonctionne. Voilà. On passe à la suivante. On est déjà à 5 étapes qui ont été disputées, voilà. Van Aert toujours en tête, Girmay en embuscade avec Van Der Poel. Et puis, donc, quel profil ? Là, patatras au niveau des rêves de victoire, parce que l'étape 6, c'est évidemment un contre-la-montre individuel. Donc, le contre-la-montre individuel, alors que, Girmay va mieux, le contre-la-montre individuel, ce n'est définitivement pas la spécialité de mon équipe cette saison. J'espère que, pour certains, ce sera beaucoup plus décent l'an prochain. Je pense notamment à Thymen Arensman ou à Michal Kwiatkowski. Hein. Donc là-dessus,
on a de l'espoir, mais pour l'heure, il faut juste gérer notre relative médiocrité. Vliegen, De Gent, Pic m'ont servi à ajuster quel serait l'effort à produire. Comme on est dans la catégorie en dessous de 20 km de distance, forcément, on sait que ce contre-la-montre peut se jouer à 85 et que la barre rouge ne sera consommée qu'au-dessus. En fait, il rentre dans la catégorie prologue pour le jeu. Donc évidemment, si vous mettez à 86, vous allez avoir une lente consommation de barres rouges, lente et progressive. Et si vous restez à 85, vous consommez aucune barre rouge. Et simplement, ça se joue avec le décalage barre jaune, est-ce qu'il reste de la barre jaune par rapport au kilomètre restant à parcourir. Donc c'est un truc dont on a l'habitude sur PCM, c'est comme ça qu'on gère les CLM désormais. Il y a 2 ans, c'était pas comme ça. Tiens, intéressons-nous à l'écart qu'on pourrait se manger sur cette étape-là, puisqu'en face, il y a des mecs qui rigolent pas. J'ai nommé notamment Wout van Aert, même si c'est Bissegger qui, à ce stade-là, tient le provisoire. Allez, waouh, énorme. Van Aert qui s'impose, bien sûr. Van Aert qui s'impose. Et du coup, chamboulement du général. Là, tout a été retourné. On a beau avoir fait une bonne première partie de Tour de Pologne, on n'est plus du tout invité pour ce qui est du général du Tour de Pologne. C'est pas grave du tout. Il nous reste encore un petit exercice de sprint. Donc moi j'aime bien, et des fois en début de saison je le fais aussi. Et puis vous verrez que sur la Vuelta aussi je vais prendre beaucoup d'applications à essayer de placer Gerben Tyson en bonne situation. Je trouve que c'est intéressant de s'appliquer sur les sprints. C'est quelque chose que j'aime faire. Vous voyez, des fois, pour moi, ça commence même dans les 20 derniers bornes. Ici, par exemple, on va choisir ceux qui ont une forme du jour qui n'est pas très très bonne, type Rota ou Loïc Vliegen. Et après, de manière crescendo, après, ça dépend aussi des caractéristiques propres de chaque coureur, mais on va ensuite durcir les choses progressivement. Ici, la parole est à Vliegen, alors qu'il reste encore 7 km. Ça veut dire qu'on est en situation de bientôt demander à Byström de prendre le leadership. Et Byström lancera De Gent, qui ensuite libérera Pic pour finalement libérer Girmay. Voilà comment la structure de ce train est constituée. Allez, c'est parti. On s'approche des 3 km. On va bientôt pouvoir y aller et sprinter. Allez, c'est parti pour Aimé De Gent. Aimé De Gent qui accélère. On voit qu'on est dépassé dans un premier temps, mais c'est pas grave. Allez, on refait notre retard. Pic qui va accélérer. Et derrière, quand on se lâche à ce moment-là, à 500 mètres de la ligne là, pour le jeu, on sait que évidemment les échelles de distance sont pas respectées, mais c'est pas grave. C'est un jeu. Il faut bien qu'ils modélisent les choses d'une manière ou d'une autre. C'est facile après, au moment où on lâche au bon moment, et on a aussi des coureurs qui sont plutôt bien classés par leur note de sprint et leur note d'accélération. C'est sûr que si vous mettez Girmay comme poisson pilote de Vliegen, vous aurez aucun résultat. Donc évidemment, il faut qu'il y ait ce principe-là qui soit respecté, mais ça, je pense que tout le monde l'a en tête. Voilà, Van Aert, vainqueur en Pologne. Van Aert qui aura pour moi été le super grand absent de ce Tour de France précédent. Il m'a même gâché le Tour de France tellement il n'était pas là. C'était bien dommage parce qu'une course avec lui, sans lui, c'est pas la même chose. On s'intéressera à la suite. Voilà, il y a le petit championnat d'Europe, il y a le Tour d'Espagne. Des trucs super marrants. Je vous dis à la semaine prochaine, tout simplement. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.